Le journal de 6 heures, Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez pensé à un plan B pour votre départ en vacances? Car ce week-end, tout le monde n'aura pas son train. La moitié des TGV circulera sur l'axe Est, entre Paris, Lyon et Marseille. Préavis de grève déposé par les syndicats de la SNCF. Une revendication, la hausse des salaires de tous les cheminots après 7 ans de gel. Hier soir, la direction a annoncé l'échec des négociations. 100 000 voyageurs sont attendus ce week-end sur ces lignes. Le début de l'angoisse, donc, comme à la gare Saint-Charles à Marseille. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgat. La file d'attente s'allonge face au guichet. Cécile est inquiète pour son départ en vacances ce week-end. Je pars dimanche matin en espérant qu'il n'y ait pas d'annulation. C'est beaucoup de stress, quoi. Un peu du dépit. J'avais beaucoup envie de voyager parce qu'on a déjà eu beaucoup de contraintes sanitaires. Une réorganisation dans l'urgence pour André qui prend les devants et avance sa date de retour par précaution. J'avais décidé un voyage de passer un week-end entier. En définitive, je vais raccourcir mon week-end. Voilà, on change nos plans. Voilà. Je m'adapte. Parmi ces voyageurs inquiets, il y a aussi ceux qui prennent le train dans le cadre de leur travail. Je fais le retour vendredi à Paris. On verra bien. Si je peux pas le faire comme ça, je ferai la solution bis, covoiturage ou avion. Ça sera impactant parce que ça coûtera cher. C'est non prévu, c'est non prévisible, c'est compliqué pour les entreprises. Voilà, ras-le-bol et la crainte surtout d'un week-end noir, même si certains espèrent encore des tractations de la dernière chance. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et la mobilisation qui démarre dès ce matin en région parisienne avec un trafic perturbé sur les lignes B, C, D et E du RER ainsi que sur plusieurs axes du Transilien. Des vacances de Noël qui pourraient bien être bousculées aussi à cause de l'épidémie de Covid. La 5e vague est probablement la plus forte depuis le début de la pandémie. Et c'est ce qu'a déclaré hier Olivier Véran. Conseil de défense sanitaire demain après-midi pour examiner, je cite, d'éventuelles mesures complémentaires, notamment l'accélération de la vaccination. Depuis hier, les enfants les plus fragiles peuvent recevoir leur injection. Une campagne élargie dès lundi à tous les petits de 5 à 11 ans. Une nouvelle étape sur la base du volontariat, a précisé Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Je crois qu'entre 5 et 11 ans, on a donné toute la transparence. Les autorités sanitaires ont expliqué que c'était bon, ça l'a protégé. On voit que c'est un virus qui tourne beaucoup chez les enfants. Et donc, je pense que c'est souhaitable. Après, c'est le choix des parents. Donc il n'y a pas d'obligation de vaccination à terme. Non, nous n'avons pas aujourd'hui mis d'obligation. Et je pense qu'il faut informer les parents. On sait que les enfants ont le virus. On sait qu'il tourne très vite chez les enfants. On sait qu'ils ont rarement des formes graves. Même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas, malheureusement, d'enfants, parfois jeunes, qui sont à l'hôpital avec des formes graves. Une vaccination souhaitable donc pour les enfants. Pour les adultes, en revanche, l'hypothèse d'une obligation vaccinale existe, a précisé le chef de l'État. Le gouvernement conseille également 2 à 3 jours de télétravail dans les entreprises qui peuvent le mettre en place. Le fonctionnement des entreprises bouleversé par la crise sanitaire, une équation simple, manque de main-d'œuvre plus tension d'approvisionnement. Résultat, les retards s'accumulent au point que certaines ne s'arrêteront pas pendant les fêtes. Élise Dangean. Avec 2 à 3 semaines de retard sur son carnet de commandes, Laurent Goët n'a plus le choix. Le patron de la société Fingerstyle, qui fabrique à Cholet des accessoires sur mesure pour l'équipement de boutiques de luxe et de dressing, va devoir faire tourner son atelier entre Noël et Jour de l'An. Une première en près de 17 ans d'existence. Il y a d'une part le délai qui est un petit peu allongé au niveau de l'approvisionnement des matières premières, mais également l'engouement des particuliers. Ça, c'est lié à la crise du Covid. L'entreprise qui cherche à recruter des vernisseurs peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et elle n'est pas la seule. C'est pour ça que la société Bigger, spécialisée dans le recrutement, va elle aussi devoir poursuivre son activité entre Noël et Jour de l'An. Son directeur Charlie Gaillard a pris la décision mi-novembre. On se rend bien compte que la saisonnalité de notre activité a complètement changé. C'est-à-dire que déjà cet été, on avait commencé à reprendre beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc on avait commencé à anticiper que peut-être la fin de l'année serait moins calme, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit encore amplifié par rapport à, par exemple, les mois de septembre et octobre qui traditionnellement sont des mois très chargés pour nous. Et c'est donc l'arroseur arrosé puisque l'entreprise Bigger aurait elle aussi besoin de recruter du personnel. Elle prévoit de doubler ses effectifs l'an prochain mais admet faire face aux mêmes difficultés que ses clients. Élise Dangean. Elle pourrait détenir la clé de l'énigme Jubilard. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard se réveille en garde à vue ce matin. Elle est entendue depuis hier pour recel de cadavres, le fait de cacher le corps d'une personne victime d'un homicide. Ce corps, ce serait celui de Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans qui n'a pas donné signe de vie depuis 1 an. Son mari, Cédric, est en détention provisoire. Et pour le criminologue Jean-Pierre Bouchard, l'interrogatoire de sa nouvelle compagne sera déterminant. C'est un nouveau tournant de l'enquête, puisque le problème de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas de cadavre. Ça interroge, bien sûr, est-ce que les gendarmes ou les magistrats ont des éléments importants
laissant penser qu'il y aurait un cadavre et que ce cadavre aurait été recellé par la nouvelle compagne, ou est-ce qu'au contraire c'est un acte de procédure pour entendre cette compagne, pour savoir si elle a entendu ou vu des choses de la part de son compagnon, Cédric Jubilard. Donc c'est tout le sens sûrement de ce nouvel élément d'enquête. Le criminologue Jean-Pierre Bouchard, joint par Thibaut Hu pour Europe 1. C'est la première à occuper ce poste aux États-Unis. Une femme afro-américaine prend la tête de la police de New York. Keechant Sewell, c'est son nom. Elle a été choisie par le maire pour diriger les 35 000 agents. Et Alexis Guilleux, ce n'est pas une mince affaire puisqu'elle devra faire face à un niveau de violence inédit dans la ville. Oui, la lutte contre la criminalité, c'était d'ailleurs la première préoccupation des New-Yorkais pour les municipales. Keechant Sewell devrait y répondre et reconstruire la confiance entre la population et sa police, critiquée pour sa gestion des manifestations antiracistes de 2020. Nous serons focalisés sur la lutte contre la criminalité, notamment les violences par arme à feu. Le défi pour New York, c'est d'assurer la sécurité publique tout en tenant la police responsable de ses actes. Le nouveau maire Eric Adams, lui-même ancien policier, a choisi une femme de terrain. À 49 ans, Keechant Sewell dirigeait le service d'enquête du comté de Nassau, juste à côté de New York. Première femme à la tête du NYPD, elle a conscience du symbole qu'elle représente. J'apporte une vision différente. Je m'engage à ce que la police ressemble à la ville qu'elle sert et que les femmes et les personnes de couleur parviennent à des postes à responsabilité. 25% des New-Yorkais sont noirs, pourtant le NYPD n'a plus été dirigé par une personnalité afro-américaine depuis le début des années 90. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci beaucoup Roman Oquet pour ce journal.